Niort, capitale française des mutuelles d'assurance, porte d'entrée du Marais Poitevin. Autant vous l'avouer, avant d'y venir, c'est à peu près tout ce que je connaissais de cette ville. C'est donc avec beaucoup de curiosité que je m'apprête à découvrir aujourd'hui la cité grâce à Stéphanie Tézière, guide conférencière. Je conçois ce métier avant tout comme étant quelque chose un moment de plaisir à partager. J'irai également au musée Bernard d'Agessi, qui a la particularité d'avoir des collections aussi riches que variées. Le rôle du musée, c'est le rôle éducatif. Et ce rôle d'éducation, c'est d'apporter la lumière, d'apporter donc la connaissance à l'autre. Le temps d'un détour dans les Deux-Sèvres, j'aimerais bien comprendre pourquoi Niort est une ville qui, allez je vais oser la formule, assure. Avec ses 59 000 habitants au centre d'une communauté d'agglomération de 120 000 personnes, Niort est ce qu'on appelle statistiquement une ville moyenne. Le qualificatif, qui ne provoque pas un enthousiasme immédiat, est trompeur. Il serait à mon avis plus judicieux de dire à taille humaine. Et là, les premières sensations, dès le début, elles sont extrêmement positives. C'est-à-dire que c'est beau, beaucoup de gens sont en vélo, il se dégage tout de suite quelque chose. Ouais, on se sent bien, immédiatement ici. Salut Stéphanie. Bonjour Eric. Franchement, arriver dans la ville en longeant le fleuve, je dois dire que c'est une belle entrée en matière quand même. Hein. Ben oui, c'est sympa hein, ce fleuve, cette Sèvre niortaise qui traverse la ville et puis qui a conditionné aussi l'implantation de la ville. Déjà durant l'Antiquité plutôt d'un côté et au Moyen-Âge de ce côté-ci plutôt. Dès qu'on arrive là dans le centre, hein, on a l'impression d'entrer dans un cœur, qu'il y a quelque chose dans une bonne dimension pour s'y promener. Ah ben complètement. Et surtout, comme tu as pris les bords de la Sèvre niortaise, c'est vraiment l'endroit le plus sympathique de la ville, je pense. Mais il y a encore plein de choses à découvrir à l'intérieur de la ville. Alors je vais en profiter, tu es mon guide aujourd'hui. Oui. On commence par quoi? Ah ben l'incontournable, le donjon, Je l'aperçois. qui est juste à côté. Allez, on y va. Bon, je vais aller ranger mon vélo. Et on y va. C'est très imposant, hein. Ben oui, complètement. Alors il faut bien que tu saches qu'en fait là, il nous reste que le donjon, un donjon roman, donc plutôt autour de 1180. Mais tout autour, on avait le château, puisque le donjon est au centre d'un château. Le but de ce château, c'était de protéger le port. On a du mal à se rendre compte de l'importance notamment de ces remparts. Oui, alors on est à peu près sur 2 km 600 de périphérie, donc c'est déjà un beau morceau. Mais ça veut dire qu'il y en a plus qu'à Carcassonne aujourd'hui. Oui. J'ai du mal à m'imaginer l'ampleur du chantier que ça a dû être de construire le château, le donjon, les remparts. Alors, on a une personne qui s'est employée à répertorier les marques de tâcherons et tailleurs de pierre. Il a recensé pas moins de 300 marques différentes. Donc, on peut évaluer le nombre de personnes sur le chantier à 1200, ce qui montre aussi que c'est bien un chantier royal et pas un simple seigneur qui aurait pu faire construire un tel château. C'est un sacré point de vue hein, quand même sur la ville là, en montant tout en haut. Alors oui, parce que d'ici, tu embrasses toute la ville de Niort, à la fois la ville ancienne, mais aussi les extensions contemporaines. Donc tu as pas mal de clochers pour te repérer. Tu as l'habitude de faire visiter cette ville avec ton métier de guide conférencière. Comment tu conçois ces visites? Alors c'est vrai que ça fait très longtemps que je fais ce métier, hein, depuis 1998. J'ai envie de me faire plaisir en faisant les visites et j'ai envie de faire plaisir aux gens. Donc à partir de là, généralement, ça se passe pas trop mal. Mais alors, comment ça se passe? Tu conçois une trame et puis après, tu te laisses un peu partir?
Il y a une trame, on va dire, qui existe pour la visite découverte de la ville de Niort. Mais après, je fais des visites de quartier qui sont un peu plus insolites ou qui vont être juste sur une fois. Donc là, il faut vraiment que je travaille le sujet. Donc ça, à la fois, c'est un peu un travail comme le tien, je pense. Hein. La recherche en archives au préalable, vérifier les sources, et puis après transmettre, donc rendre accessible le discours pour le grand public ou pour le public que j'ai en face de moi. Moi, j'aime beaucoup la manière dont tu mènes comme ça la visite. Et vraiment, j'insiste parce que je trouve que ce sont toujours des visites différentes quand on est accompagné avec quelqu'un qui connaît bien le lieu, ne serait-ce que parce qu'on peut te poser des questions et avoir des réponses. Oui, puis l'avantage peut-être pour moi, c'est que j'habite Niort depuis 25 ans. Personne ne te colle. Non, je dirais pas ça. Mais c'est bien de ne pas tout savoir non plus. Il faut toujours apprendre et toujours être curieux. Pour moi, c'est vraiment très important. Ah, super. C'est grand, hein? Ah ouais. Alors, Eric, là, il faut absolument qu'on s'arrête parce que ici, c'est une spécialité, un incontournable de la région, le tourteau. Bonjour. Alors, le tourteau, c'est quoi? C'est ça? C'est une spécialité régionale qui a été créée à peu près il y a un siècle. Donc le vrai de vrai, c'est le tourteau au fromage de chèvre. Wow. C'est un gâteau festif. Ah non, mais c'est bon. Mais, les gens qui viennent ici au marché, à un moment ou à un autre, ils s'arrêtent ici, non? C'est ça? Obligatoirement. Tu sais que tu as beaucoup de fidèles? Tout à fait. Ouais. On a beaucoup de fidèles, surtout quand c'est les grands week-ends festifs. C'est un gâteau de rencontre. Bah, c'est très bon en tout cas. Eh bien, merci Eric. Non, ça revient pas. T'as toujours Oh, peur de allez, têter. t'as Quand raison, même, bah oui, merci. quand même. Bon, bravo et puis bah alors bon marché. Eh bien, merci Eric. Et Merci. bonne balade sous Au les revoir. rangs. Au revoir. Parlons de ce bâtiment qui, moi, me fait penser au fameux pavillon Baltard qui était les Halles au cœur de Paris. Oui, alors là, c'est un peu la même chose, sauf que c'est pas vraiment un pavillon. C'est une halle qui est très allongée, qui respecte en fait la forme des halles primitives, hein, des halles du XVIIIe siècle et même voire les halles médiévales. Donc on est vraiment sur un bâtiment allongé. La seule différence, c'est qu'on va avoir cette architecture métallique avec le verre, comme on retrouve à Paris pour le pavillon Baltard. Mais alors, il date à peu près de la même période, fin 19e? Là, on est en 1871 pour l'inauguration de ce bâtiment. Donc il a fêté ses 150 ans l'année dernière. Voilà, on est à peu près sur les mêmes créneaux temporels. Alors, tu peux parler de halles qui existaient avant celles dans lesquelles nous sommes. Ça signifie que le marché, à Niort, ça existe depuis très longtemps. Bah, depuis le Moyen-Âge, on a connaissance d'un marché au moins au XIIIe siècle. Ah ouais. Mais par contre, il n'était pas situé ici, il était un peu plus dans la ville. Alors là, Eric, il faut absolument qu'on s'arrête voir Sylvie et surtout goûter ses fromages. Ah, Stéphanie, bonjour. Salut, ça va? Ça va? Ouais. Alors, elle m'en a parlé, je te l'avouais, avant de tes fromages. Ouais. T'es une fidèle. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les fromages de Sylvie? Eh ben, ce sont les meilleurs, tout simplement. Oui, les petites choses dedans pour être addict. Et alors là, Stéphanie, elle est complètement... Mais des petites choses, c'est quoi alors? Ah, un petit secret, hein, Stéphanie. Hein. Ouais. C'est pour Bon, ça alors- que je reviens. Oui, mais alors c'est quoi les secrets? Qu'est-ce que tu mets Eh ben, dans du tes coup, fromages? on met déjà du bon lait. Et après, on les fabrique avec amour. C'est ça le petit truc, c'est Ouais. l'amour? Ouais. Il y a que ça? Il y a que de l'amour dedans ou il y a plus de Il choses? faut que tu goûtes. Alors lequel de Alors, me par fait goûter? exemple, là, c'est du bleu de chèvre qu'on fabrique, tu vois. Du bleu de chèvre, tiens. Ouais. C'est le même pénicillium que dans le Roquefort. Mhm. Bon, Stéphanie, je sais qu'elle en veut. Voilà, tu me connais bien. Alors, faut que je t'avoue un truc. Normalement, je déteste les bleus. J'arrive pas à en manger à mon grand regret. Eh ben, c'est super bon. Oui, parce qu'il est super doux. Mais alors, dis-moi, tourteau, lait de chèvre, fromage de chèvre, pourquoi? C'est parce que les Deux-Sèvres, c'est une grosse zone de production. Oui, mais normalement, elle connaît toute l'histoire parce que c'est la spécialiste. Donc les Deux-Sèvres, c'est encore le premier département caprin C'est vrai? en termes d'élevage et aussi de production de lait et de fromage de chèvre. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on se rend compte que là, dans ce petit périple qu'on a fait dans le marché, tu m'as raconté plein de choses de l'histoire de Niort. J'ai appris plein de choses. Ben, c'est aussi l'idée, quand on visite les halles, on peut s'arrêter devant les étals des uns et des autres
Et à partir de là, on raconte l'histoire à la fois de Niort, mais du département et de la région. À travers nos produits, on vend la région parce que quand les gens ils achètent du fromage pour ramener dans la famille, bah, ils emmènent une partie des Deux-Sèvres, quoi. Bon, bah, tu m'as convaincu. Un petit morceau, hein. Ah non, mais surtout, je vais reprendre du bleu. Bah oui, je me doute Alors, bien. je peux dire que ma femme, elle va halluciner, hein, parce qu'elle n'arrive pas à me glisser un bout de bleu dans n'importe quelle recette. Il y a des femmes qui ont le savoir, hein. Ah bah, elle va apprécier. Ah bah ouais, elle va être contente, tiens. Moi, je reprends celui-là. Ah ouais, non, c'est vachement bon. Salut, au revoir. Allez, à plus tard, Merci. au revoir. Alors tu vois ici, là on arrive au niveau des premières halles de Niort, les halles médiévales. Donc il faut vraiment que tu te rendes compte que toute la rue Victor Hugo, c'est l'emplacement des anciennes halles. Donc les halles à l'époque étaient plus grandes que celles qu'on vient de voir. Tout à fait, elle était ici. Mais tu connais tout de Niort, on se dit qu'obligatoirement t'es né ici. Or t'es né assez loin. Ouais, à quel de endroit? l'autre côté de l'Atlantique, à Montréal. Je suis une Canadienne, québécoise. Alors, sans accent, hein. Forcément, je l'ai perdu. Et mes parents sont français, donc... Donc tu as fait tes études ici, j'ai compris, assez jeune, mais t'es reparti après au Québec et pourtant, il y a eu l'envie de revenir Ouais, ici. je suis revenue parce que la famille, elle est là. Et puis, fatalement, tu as un retour aux sources, alors dans un sens comme dans l'autre. Donc, j'ai le pied entre deux pays, en fait. Bon, moi, tout ça, ça m'a donné envie de faire d'autres découvertes. Est-ce qu'il y a un endroit que tu pourrais me conseiller? Alors, j'ai une petite idée. Je vais t'envoyer dans mon ancien lycée, le lycée Jean Massé, qui a été transformé en musée, le musée d'Agessi. Bon, bah super, on se retrouve tout à l'heure. Ben, on fait comme ça. Allez. Pour me rendre au musée, j'ai décidé de prendre le bus. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais je n'ai pas pris de ticket. Je vous rassure, je ne suis pas en train de resquiller, c'est tout simplement parce que depuis 2017, tous les autobus de la ville de Niort sont entièrement gratuits. C'est un bon plan pour le portefeuille, mais aussi pour l'environnement. Car depuis, la fréquentation n'a cessé d'augmenter. Plus de 80% des nouveaux usagers avaient auparavant l'habitude d'utiliser la voiture. Merci beaucoup. Au revoir. Ouvert en 2006, le musée de la ville porte le nom d'une figure artistique niortaise du 19e siècle, Bernard d'Agessi. Ce peintre, qui fit carrière à Paris, revint dans sa ville natale pour créer la première bibliothèque publique, une école gratuite de dessin, ainsi que le tout premier musée d'art. Stéphanie m'avait prévenu, ce musée est dans un ancien lycée. L'ambiance, ça parle à tout le monde, hein. L'ambiance parle forcément puisque là, c'est un ancien lycée de surcroît de jeunes filles qui a été conçu en 1896-1897 par un architecte municipal qui s'appelait Georges Lasseron. Et il est vrai que ce lieu, inauguré en musée en 2006, a quelque chose vraiment de particulier. Vous avez encore les stigmates du lycée, à savoir la coursive, la cour intérieure, le parloir, la conciergerie, bref, que des choses qui nous parlent à toutes et à tous. Et surtout, je dirais que le fait qu'un lieu scolaire, d'éducation devienne à un moment donné transformé en musée, eh bien c'est une certaine continuité qui permet d'apporter encore toute cette notion d'éducation et de lieu de vie que se doit d'être un musée. L'intérêt de ce musée, c'est qu'il regroupe des fonds très variés. Des peintures, de l'orfèvrerie, des émaux, des instruments de musique du grand luthier niortais Auguste Tolbeck, un plafond en faïence réalisé pour l'exposition universelle de 1889, des animaux naturalisés provenant de l'ancien muséum d'histoire naturelle, sans oublier une surprenante collection d'art de l'islam léguée par un riche collectionneur. Nous avons sorti de la vitrine 3 objets assez sympathiques, peu habituels, et qui nous projettent dans une collection, un corpus spécifique que nous avons au musée Bernard d'Agessi, les arts de l'islam. Juste devant toi, alors je suis désolée, j'ai pas pu prendre ta taille, juste devant toi, un plastron. C'est un plastron, une petite cuirasse pour enfants, pour bébé. Pour bébé. Pour bébé. Ah Donc ouais. là, nous sommes en Iran et nous sommes au 19e siècle.
Toujours en Iran, regarde, ce sont des ciseaux. Non. Des ciseaux ornithomorphes, C'est-à-dire en forme d'oiseau. en forme d'oiseau, tout simplement. Même chose, nous sommes en Iran, au J'ai 19e compris. siècle. Les lames sont ici, hein, c'est ça? Oh oui, je vais pas Quel m'en servir, objet. c'est trop fragile. Et puis ici, j'ai pas pu m'empêcher, je suis vraiment désolée, c'est exceptionnel. C'est une base de chandelier au Caire, donc nous sommes en Égypte, fin 13e, début 14e siècle. Ce sont vraiment des objets exceptionnels à t'entendre. La première chose que tu as dit tout à l'heure lorsque tu les as vus, c'est « Waouh, c'est beau ». Alors tant mieux, nous avons provoqué ce « waouh », mais c'est bien au-delà de la beauté, c'est justement une pièce de musée. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Ça signifie qu'une fois qu'on a provoqué l'émerveillement du visiteur, on ouvre des portes, on peut délivrer un autre discours, lequel en l'occurrence? Plus tu seras en lien avec des cultures de l'extérieur, plus tu seras en lien avec des objets de ces cultures, plus tu seras à même d'apprendre à connaître, peut-être d'apprendre à entendre et pourquoi pas mieux comprendre. Allez, je vais t'emmener dans un endroit qui n'est pas du tout ouvert au public et qui pour nous est très stratégique. Alors là, je t'emmène dans un environnement très particulier, l'atelier de restauration de peinture et d'art graphique. Mais il y a beaucoup de musées qui ont des ateliers de restauration comme celui-ci. Non, en France, alors en atelier de restauration de peinture et art graphique, public, atelier public, nous sommes 3. Donc c'est un privilège et un plaisir pour toi d'avoir un C'est musée. pour ça que je roule de la mécanique depuis tout à l'heure. Allez, on va voir Bertrand. Je te présente Bertrand, qui est restaurateur et qui est en train de travailler là sur une peinture sur support cuivre. Bonjour Bertrand. Bonjour. C'est quasiment un équipement d'astronaute. Ça demande beaucoup de protection et de précision ton travail. Moi, pour la retouche, j'utilise un diluant qui est quand même toxique et je préfère mettre un masque. J'admirais Et là- la précision de ton geste. L'œuvre sur laquelle tu travailles, Dadja, est-ce que tu peux me la présenter et me raconter un peu son histoire qui l'a amené ici à être restaurée? Bah là, c'est une peinture sur cuivre du 17e. Elle se soulevait, le vernis était très encrassé, il y avait des repeints. J'ai des photos, d'ailleurs, je vais vous montrer. Ah oui, ça c'est voyez, là, c'est c'est- l'état de Ça, c'est départ. l'état, voilà, l'état de départ. Donc le tableau était, il avait un vernis très jaune. Il avait des repeints aussi, des soulèvements qu'on voit pas là parce qu'on les voit mieux en lumière rasante. Donc ça, c'est avant traitement. Ça, c'est après refixage. Après traitement de la corrosion aussi. Comme c'est un cuivre, il y avait des petites corrosions par endroits. Donc j'ai dû traiter la corrosion. Et masticage des lacunes, des trous, voilà, pour être au même niveau que la peinture originale. Et là, je termine la retouche en fait. Un musée, ça a un rôle social, j'allais presque dire démocratique selon toi? Le musée, aujourd'hui, dans sa diffusion, est avant tout un lieu citoyen, un lieu éthique. C'est un lieu de vie, c'est un lieu qui rassemble. Le musée, aujourd'hui, est vraiment cet espace où on est en capacité de parler aussi bien des sciences et des arts. Stéphanie, où est-ce que tu m'emmènes maintenant? Alors là, tu vois, Eric, on va quitter le centre-ville de Niort et je t'emmène voir un autre type de patrimoine. Ce sont les mutuelles, et notamment la Maïf. Dans quelles circonstances, toi, tu as été amené à découvrir ce patrimoine? Et là, récemment, j'ai une mission un peu particulière qui a été commandée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est le ministère de la Culture, la DRAC. Exactement. Et je travaille donc sur l'inventaire du patrimoine mutualiste et bancaire du bassin niortais. L'histoire des mutuelles d'assurance à Niort commence en 1934 avec la création de la Maïf, mutuelle des instituteurs. En 1950, les artisans créent à leur tour leur mutuelle, la MAF. Puis ce sera la Massif, mutuelle des commerçants et des industriels. Reste une question. Pourquoi ici, dans les Deux-Sèvres? C'est une longue histoire qui trouve ses racines dans l'agriculture à la fin du siècle dernier, lorsque les agriculteurs, confrontés à des graves problèmes nés de la crise du phylloxéra,
Et n'ayant pas trouvé de solution auprès des assureurs de l'époque, avaient décidé de créer leur coopérative et leur mutualité pour prendre en compte leurs problèmes de solidarité et d'assurance. Cette histoire a laissé en héritage un patrimoine contemporain, comme par exemple au siège de la Maïf qui fut inauguré en 1979. Je vais te dire, ce qui me surprend le plus, Stéphanie, c'est qu'en fait, c'est immense ici. Ah ben complètement. On est sur 22 hectares à peu près, il y a 22 bâtiments. Et sur les 22 hectares, tu as 13 hectares de jardin, comme tu peux le voir autour de nous. Ça a beaucoup changé quand même, puisqu'à l'origine, c'était des jardins à la française. Ah oui, il y avait en plus le côté prestigieux, c'est ça. Alors parlons de cette architecture. On voit béton, verre. Alors ça peut plaire ou pas plaire, mais c'est intéressant. Toi, t'aimes bien? Moi, j'aime beaucoup, notamment parce que là, tu as l'architecte parisien Claude Perrotte qui est intervenu au départ. Et on est sur un courant qu'on appelle le courant brutaliste. Tu peux le deviner pourquoi, parce que tu as la présence vraiment des matériaux bruts, qui est vraiment là, l'essence même du bâtiment. Tu vas avoir ce qu'on a un côté très lisse, très miroir en fait, du verre. Et à côté de ça, le contraste avec le béton brut. On aimerait beaucoup qu'il y ait le label architecture contemporaine remarquable, parce que c'est resté dans son jus, donc c'est authentique. Pour toi, que ce soit en termes d'architecture ou en termes de pensée, ces mutuelles, ça fait vraiment partie du patrimoine de Niort? Ah ben complètement. L'identité niortaise, aujourd'hui en tout cas, c'est vraiment rattaché aux mutuelles. Juste un chiffre, il y a à peu près 20% de la population de Niort qui travaille dans une mutuelle. Donc c'est énorme. Aujourd'hui, je te le rappelle quand même, Niort, c'est la 4e place financière de France, après Paris, Lyon et Lille, alors qu'on est à la 93e place en termes de population. Et ce qui est fort, c'est d'avoir conservé les sièges ici. Oui, c'est formidable, parce que sinon les choses auraient été complètement différentes et le destin de Niort aurait été tout autre. Nous voici maintenant à Port-Boineau que Stéphanie tenait absolument à me faire découvrir. Avant d'être un parc avec des jardins, c'était une chamoiserie où durant plus de 100 ans, on tannait les peaux et fabriquait des gants. Dans les années 40, l'entreprise Boineau réalisait 55% de la production française et exportait en Europe, en Amérique et même en Australie. Le commerce de peau, c'est aussi une page importante de l'histoire de Niort. Alors complètement, c'est vraiment une identité aussi de la ville. Ça commence au Moyen-Âge et c'est vrai que la présence de la Sèvre a permis justement l'installation de ces tanneries, chamoiseries, ganteries au bord du fleuve, avec un commerce aussi vers l'étranger, évidemment. En tout cas, c'est très beau cet endroit-là, ces bassins. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça dégage quelque chose. Alors, c'est vraiment en lien avec l'activité industrielle passée, puisque là, tu as les vestiges des anciens bacs où on faisait tremper les peaux, donc ce qu'on appelle les peulins. Et donc, c'est tout proche de la Sèvre, puisqu'il fallait de l'eau aussi pour alimenter ces bassins. Et aujourd'hui, bassin botanique. Exactement. Eric, je t'emmène dans un vestige du bâtiment industriel qui a été reconverti en bar associatif. Alors tu sais Stéphanie, mes premières impressions se sont confirmées. Je découvrais Niort. Oui. Et je m'y suis sentie tout de suite bien. Toi qui y vis, est-ce que tu ressens la même chose? Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans la ville au départ, quand je me suis installée, c'est toutes les promenades qu'il y a autour de la Sèvre niortaise, la fameuse coulée verte. Tu as aussi beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis quelques temps pour mettre beaucoup plus de verdure dans la ville. Ici, je trouve que la pierre, elle est bien un peu jaune, ça réchauffe tout de suite. Le fait qu'il y ait la Sèvre, honnêtement, un fleuve dans une ville, c'est tout de suite un atout majeur. Et il y a du patrimoine, il y a un peu de tout. C'est une ville qui n'est pas trop grande et c'est juste parfait. Donc on peut dire que Niort assure. Voilà, le jeu de mots superbe. Pour terminer cette balade dans Niort, je tenais absolument à vous emmener ici, à la Roussille, située aux portes de la ville. Un site patrimonial, puisqu'on y trouve l'une des plus anciennes écluses de France, bâtie en 1394.
Sans oublier un moulin qui abritait il y a encore quelques dizaines d'années l'une de ces fameuses chamoiseries. Aujourd'hui, la Roussille accueille des ateliers d'artistes, un bistrot gastronomique. C'est un lieu dédié à la culture, au vivre ensemble, à la promenade. Faire le pont entre le passé et le présent, donner une deuxième vie à des sites chargés d'histoire, c'est sans doute l'une des clés qui permet de comprendre pourquoi, lorsqu'on vient pour la première fois à Niort, on s'y sent immédiatement bien, comme si ici, on savait cultiver une certaine idée de la douceur de vivre.